On a aussi, on va aussi voir d'autres propriétés, hein. On va parler de Dirac maintenant, un petit peu. Donc Schrödinger a fait une équation, hein, de l'atome d'hydrogène. Hein, on a dit c'était un électron autour duquel il tourne autour d'un proton. Et donc l'équation de Schrödinger décrivait cet électron qui tournait autour de ce proton, mais à une vitesse très inférieure à celle de la lumière. Or, on a dit tout à l'heure que les particules, contrairement à nous, peuvent aller très 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 rapidement. Alors, Dirac, ce jeune physicien à l'époque, écrit l'équation de Dirac, qui est une merveille, et qui arrive à intégrer, à décrire, on va dire, cette même atome d'hydrogène, mais avec la relativité restreinte, c'est-à-dire avec l'électron qui tourne, par exemple, autour de ce proton, presque à la vitesse de la lumière. Donc, on va dire que c'est une équation plus généraliste que celle-ci de Schrödinger qui ne décrivait que, on va dire, à des vitesses faibles par rapport à celle de la lumière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est un mariage, quelque part, avec la relativité restreinte. Attention, j'ai dit la relativité restreinte, hein, j'ai pas dit la générale. La générale et la gravité, comme je vous l'ai expliqué, on a un problème de la gravitation à l'échelle quantique. D'accord? Pour l'instant, donc, on a introduit la relativité restreinte dans l'équation, Dirac l'a fait, et il en résulte des choses extraordinaires. La première des choses, on a l'apparition de l'antimatière. Hein, dans l'équation, on a l'apparition du ce qu'on a appelé à l'époque l'électron positif ou le positron. D'accord? C'est quoi l'antimatière? Rassurez-vous, ça n'a rien à voir avec la magie ou quoi que ce soit. C'est le reflet de cette matière dans un miroir qui va changer certaines propriétés. D'accord? Tout à l'heure, je vous ai parlé de propriétés. Par exemple, la charge électrique. Un électron, on sait ce que c'est, on connaît sa masse, on connaît sa charge électrique, etc. Un positron, il aura les mêmes propriétés, sauf, par exemple, qu'il aura la charge électrique positive. D'accord? Mais il aura la même masse, par exemple. Et comme si vous regardez dans un miroir, hein, vous portez votre montre sur la main gauche, par exemple, sur le bras gauche, et quand vous regardez dans le miroir, votre montre apparaît, hein, sur votre avant-bras droit. D'accord? Voilà, c'est une parité, c'est une symétrie de parité qui modifie quelques propriétés, mais qui garde quand même une certaine cohérence. Donc l'antimatière, au début du Big Bang, la matière et l'antimatière ont été créées, on va dire, en même temps, presque à part égale. Et on suppose que la matière a été favorisée légèrement par rapport à l'antimatière, par rapport de 1 sur 1 milliard, c'est-à-dire quand il y a 1 milliard de particules d'antimatière qui sont créées, il y a 1 milliard et une particule de matière qui sont créées. Et comme ces deux-là sont des opposés, donc ils s'attirent, et quand ils s'attirent, ils se consomment, ils deviennent lumière. C'est annihilation, hein, de la matière et l'antimatière. Et il ne restait que la petite partie infime, hein, qui était excédente de matière qu'on connaît aujourd'hui. Bon. On peut dire aussi, par exemple, pour une photo, l'antimatière, c'est les négatifs. Hein. Elle a toutes les propriétés, mais qui ont une valeur inverse. Ça, c'est l'antimatière. Aujourd'hui, on en arrive à créer de l'antimatière, hein, dans les accélérateurs de particules, des choses comme ça. Certes, avec des quantités très faibles, mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de très banal, l'antimatière.
D'ailleurs, son nom impressionne. Antimatière, on a l'impression qu'on va voler ou je sais pas quoi, mais elle interagit globalement de la même manière que la matière. Il n'y a pas de différence. Deuxième conséquence de l'introduction de la relativité restreinte dans l'équation de Dirac, c'est l'apparition d'une nouvelle propriété des particules. Et cette propriété, c'est le spin. Le spin qui vient de l'anglais « tourner ». Bon, on va s'attarder un peu sur ce spin-là. Alors, le spin. Bon, le spin, c'est, quand vous ouvrez un bouquin ou vous allez chercher sur Internet, on va vous dire c'est le moment cinétique intrinsèque d'une particule. Bon, voilà, ça veut rien dire, simplement parce que le spin quantique ne veut rien dire. Il n'a pas d'équivalent dans notre échelle classique. Et comme on le dit depuis tout à l'heure et je le martèle, on n'a pas d'équivalent, on ne peut pas donner d'exemple. On peut extrapoler un petit peu quelques concepts pour comprendre un peu ce qui se passe. D'accord ? Bon, alors, le moment cinétique, hein, vous connaissez tous, on a tous joué au toupie quand on était jeune, ou même quand on est moins jeune. On joue au toupie, on voit bien que une toupie qui tourne, n'a pas les mêmes propriétés qu'une toupie qui ne tourne pas. Elle a plus d'énergie, on voit bien, quand elle rebondit par exemple sur une paroi, on voit bien qu'elle la repousse, quand elle tourne dans un sens ou dans un autre, elle n'a pas les mêmes propriétés. Eh bien, dans les particules, on a ce moment cinétique qui apparaît, intrinsèque, qui modifie le comportement de cette particule-là. D'accord ? On va le voir comment il va le modifier. Et ce spin aussi va servir à classifier les particules en deux familles. On va le voir après. D'accord ? Donc, pour faire simple, c'est le moment cinétique de la particule alors que la particule ne tourne pas. Pourquoi ? Bon, on va rester terre à terre. Si on prend par exemple l'aspect corpusculaire, on le voit du côté corpusculaire. Un électron, par exemple, comme une petite bille. Si on applique ce spin à cette petite bille, eh ben, comme si à sa périphérie, elle tournait plus vite que la vitesse de la lumière. Et là, c'est faux. On est en violation de la relativité restreinte. Ok ? Si maintenant, on prend l'aspect ondulatoire, comment on peut dire qu'une onde, elle tourne sur elle-même comme une toupie, machin, et bon, voilà, c'est absurde. Donc, voilà, c'est une propriété qui nous paraît, nous, comme le moment cinétique intrinsèque d'une particule où la particule ne tourne pas sur elle-même. Voilà. Ok ? Je vais vous expliquer encore, vous allez comprendre. Donc, la particule peut tourner dans ce sens ou dans l'autre sens, et selon son sens de rotation, on dit que son spin est orienté vers le haut, par exemple, ou vers le bas. Ok ? Et le spin, il nous sert à quoi ? Il nous sert à savoir quelle est la rotation nécessaire pour retomber sur la configuration initiale de la particule. D'accord ? C'est pour ça qu'on dit 2π sur le spin pour voir quelle est la symétrie de cette particule. Je vais vous expliquer. Ici, pi, c'est pas le 3/14, c'est dans le sens géométrique, c'est-à-dire pi, c'est un demi-tour, et 2π, c'est un tour entier. On va prendre un premier exemple comme une étoile. Allez, on voit bien cette étoile, elle a 1, 2, 3, 4, 5 branches, elle a une symétrie vis-à-vis de son point central ici. Il suffit de tourner cette étoile d'un cinquième de tour, puisqu'elle a 5 pointes là, un cinquième de tour, pour qu'on retombe sur la même configuration d'avant. Ok ? D'ailleurs, on va le faire. Hop, on va la tourner un cinquième de tour, et vous voyez bien, un cinquième de tour suffit à ce qu'elle reprenne sa base initiale. Donc, elle a un spin qui est égal à 5. D'accord ? On va prendre une autre figure géométrique, le carré. Le carré,
hein, il suffit de le tourner simplement un quart de tour pour qu'il retombe sur sa configuration initiale. Donc, il a un spin de 4. OK? Voilà. Pourquoi on dit un spin de 4? Parce que quand on remplace 4 dans cette formule, 2pi sur 4, hein, on a quoi? On a pi sur 2, c'est un quart de tour. OK? Le rectangle, pareil. Le rectangle, si on le tourne un cinquième de tour, ça marche pas. Si on le tourne un quart de tour, ça marche pas. Ça donne une image comme ça qui est différente. Pour qu'il retombe sur sa configuration, il faut le faire tourner de 180 degrés d'un demi-tour. Et en le faisant tourner d'un demi-tour, on retombe sur la configuration initiale. Et donc, il a un spin de 2. Hein, si on le remplace dans cette formule, 2pi sur 2, j'enlève le 2, ça fait pi, pi ça fait un demi-tour. Voilà. Maintenant, je prends cette figure, la figure du bonhomme ici. Là, si je fais un cinquième de tour, ça marche pas, un quart de tour, ça marche pas, un demi-tour, ça marche pas, il aura la tête à l'envers. Il faut que je fasse un tour complet, hein, pour arriver à la position initiale. Donc, il a un spin de 1. 2pi sur 1, hein, ça fait 2pi, 2pi, donc tour entier. Il faut faire un tour entier pour retomber sur la configuration initiale. D'ailleurs, là aussi, c'est vrai, il faut faire un tour complet, on peut retomber. Là aussi, là aussi. Donc, en général, hein, tous les objets macroscopiques qui nous entourent ont cette particularité, ont un spin 1, c'est-à-dire quand on les fait tourner 360 degrés sur eux-mêmes, on retombe sur la configuration initiale. C'est quelque chose que tout le monde comprend et accepte. Alors passons au monde quantique maintenant. Prenons l'électron par exemple. Bon, j'ai mis point d'interrogation parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble l'électron. On va dire qu'il est comme ça. L'électron a un spin, hein, de 1,5. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il tourne 2 fois sur lui-même pour arriver à sa position initiale. Hein, il tourne une fois, 2 fois pour retomber sur sa configuration initiale. Alors ça, c'est bizarre parce que dans notre monde macroscopique, classique, on n'a pas d'objet comme ça. Quel est l'objet qu'il faut tourner 2 fois pour retomber sur la même... voilà, si on le retourne une fois, il ne retombe pas. On n'a pas. D'accord? Donc tous les objets solides physiques qu'on connaît, il faut les tourner à, une fois au moins pour avoir ça, mais pas 2 fois. Et on voit que cet électron est bizarre et qui n'a rien à voir avec notre monde classique. Et voilà, il tourne 2 fois sur lui-même. Donc, pour trouver 4pi, hein, il faut qu'on multiplie par 1,5 ici. Voilà, 1,5 sur 1,5. Donc, on fait fois l'inverse et on obtient 4pi 2 fois le tour. Voilà le spin pour retomber exactement sur la configuration initiale. Et comme je vous ai dit, il nous sert à classifier les particules élémentaires. Et maintenant, toutes les particules qui ont un spin demi-entier, comme l'électron par exemple, 1 sur 2, 3 sur 2, 5 sur 2, etc., on va les appeler les fermions. D'accord? Ils obéissent à la loi de Fermi-Dirac. D'accord? Et les autres particules qui ont un spin entier, hein, 0, 1, 2, 3, etc., on va les appeler les bosons et qui vont obéir à la loi de Bose-Einstein. Tout ça, c'est les noms des scientifiques. Hein. Fermions, c'est par rapport à Fermi, et boson, c'est par rapport à Bose. Hein. Les fermions et les bosons. Juste quelque chose, une petite parenthèse, les fermions et les bosons, par exemple, c'est des particules qui ont un spin entier, par exemple comme le photon. Il y a certains atomes qui sont des bosons. Moi, je ne parle pas des atomes et je ne parle pas des molécules. Je vous parle des particules élémentaires, d'accord, hein, les bosons et les fermions. Alors,
Donc on va les classifier maintenant. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme différence entre les bosons et les fermions? Les bosons, parce qu'ils ont un spin demi-entier, n'acceptent pas d'être dans le même état physique. Donc ils ne peuvent pas être dans le même état physique. Donc deux électrons ne peuvent pas être dans le même état physique. D'accord? C'est pour ça qu'ils ne prennent pas les mêmes endroits autour par exemple, un atome ou le noyau d'un atome. Ok? Tandis que les bosons peuvent être dans le même état quantique. On prend par exemple la lumière, le photon, c'est un boson. On peut prendre plusieurs photons, les mettre dans le même état quantique. C'est ce qu'on appelle un laser. Le laser, tous les photons sont dans le même état quantique, au même endroit, au même moment, avec la même énergie, avec la même fonction d'onde, ce qui donne la force du laser d'ailleurs, parce qu'ils agissent en groupe. Ok? Donc les fermions n'aiment pas être comme les autres, ils veulent se démarquer, et les bosons, ils aiment bien, ça ne les dérange pas d'être comme leurs congénères. D'ailleurs, c'est ce qui fait la stabilité de la matière. Vous imaginez tous les électrons dans un seul endroit, voilà. Alors, on va continuer aussi. Je vais vous parler aussi du champ magnétique. Je vous ai dit tout à l'heure que l'électron tournait, orbitait autour du noyau. Et quand une charge électrique tourne, elle génère un champ magnétique, c'est logique. Et comme le spin est ressenti comme un mouvement aussi, malgré qu'on dit que la particule ne tourne pas, mais qui est ressenti comme un mouvement, le spin aussi génère un champ magnétique, d'accord? Donc il y a un double champ magnétique qui est généré, un lié à l'orbite de l'électron autour du positron, du proton, et l'autre dû au spin de cet électron. Ok? D'ailleurs, ça, c'est ce qui va me permettre de vous faire cette petite précision sur ce qu'on appelle la spintronique. C'est une branche de la physique et de l'électronique qui utilise les propriétés des spins pour faire de l'électronique. Je m'explique. Dans un corps, par exemple, un conducteur, on a un champ électrique, on a des électrons qui vont passer d'un côté à l'autre, d'accord? Ces électrons, ils ont un spin, un demi. Il peut être dirigé vers le haut ou vers le bas. Donc, ils ont un spin soit vers le haut, soit vers le bas. Donc, ils tournent dans un sens ou dans un autre, autrement dit. Et ils arrivent ici dans l'électronique classique. On s'en fout du spin. Ils viennent par là, en haut, en bas, on s'en fout. On utilise ces électrons. Quand ils passent, il y a du courant, c'est un 1. Quand ils ne passent pas, il n'y a pas de courant, c'est le 0. D'accord? C'est le principe du bit électronique. Alors, dans la spintronique, on va utiliser les spins des électrons en plus d'utiliser le magnétisme. Je vais vous expliquer. Alors, on a toujours notre même conducteur. On va mettre une porte magnétique. On va appliquer un champ magnétique ici, dans ce sens-là, d'accord? Et un autre dans ce sens-là. On va créer une espèce de chambre ici, où les champs magnétiques vont aller dans ce sens-là. Et on va voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les électrons, ils viennent ici, ils ont le spin en haut, en bas. Quand ils arrivent ici, ceux qui ont les spins vers le bas seront piégés. Parce que le magnétisme magnétique, vous connaissez tous les aimants, vont être repoussés, ne vont pas franchir cette barrière. Il n'y aura que les spins qui auront le même moment magnétique, dans le même sens, qui auront le spin vers le haut, qui passeront. Et du coup, on aura un courant ici, plus faible bien sûr, mais on aura un courant qui va passer quand même, et on aura le bit spintronique, le 1. Maintenant, la même expérience, sauf que la deuxième porte, on va l'orienter vers le bas. Vous savez, dans une bobine,
Quand on envoie le courant dans une direction, ça crée un champ dans une direction. Quand on l'envoie dans le sens inverse, ça crée dans l'inverse. Donc on peut facilement appliquer un champ magnétique dans un sens ou dans un autre. Là, on va l'appliquer dans l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? Pareil, les électrons vont venir par ici. Ceux qui ont un spin en haut vont passer, les autres vont rester coincés. Et quand ceux qui ont un spin vers le haut vont passer, vont arriver ici, ils vont voir qu'il y a aussi une barrière ici. Et ben, il n'y aura aucun électron qui va passer, et c'est ce qui va nous donner un bit quantique 0, spintronique 0. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que on utilise les spins aujourd'hui, c'est pas quelque chose comme ça de farfelu, on utilise leurs propriétés dans des expériences, et peut-être que ça va être aussi l'électronique qui va être utilisée dans l'avenir, parce qu'elle consomme très peu d'électricité. Je continue et je vais vous parler de l'intrication quantique. Et on va parler du paradoxe EPR ou le paradoxe Einstein-Podolsky-Rosen. Toujours Einstein, ce trouglion de la physique, a publié avec Podolsky et Rosen un article pour démontrer que la mécanique quantique, malgré que ses prédictions soient très justes et très précises, elle n'est pas complète. Il lui manque quelque chose ou du moins l'interprétation de cette mécanique quantique n'est pas celle que nous dit Bohr, Dirac et compagnie. D'ailleurs, ce duel va opposer Einstein avec Niels Bohr, et il y aura deux visions qui vont s'affronter. Bon, de quoi ça parle là, l'intrication quantique? On a un atome. Cet atome, il est excité, il va émettre deux photons, qui ont la même énergie, qui sont dans des directions différentes, avec des polarités différentes pour le principe de conservation d'énergie. D'accord? Comme un fusil, quand on tire avec un pistolet ou avec un fusil, il y a du recul. Pour le principe, on recule un peu, mais la balle part loin. C'est le principe de conservation d'énergie. Là, c'est pareil. L'énergie, puisqu'il y a une impulsion qui sort, ces deux photons intriqués, photons jumeaux quelque part, ils auront certaines propriétés en commun et d'autres obligées différentes. D'accord? Alors, il y a la notion de ce qu'on appelle la polarité qui peut être horizontale ou verticale. C'est quoi la polarité d'un photon? On voit ça aujourd'hui très couramment dans les cinémas 3D et dans les télés 3D. On a des lunettes où chaque verre est polarisé dans un sens. Et quand on projette une image avec une polarité verticale et une autre image avec une polarité horizontale, il y a un œil qui voit que l'image verticale, l'autre qui voit que l'image horizontale, mais comme elles sont un peu différentes et recombinées dans le cerveau, on a l'illusion de la 3D. Bon, ça c'est le principe de la 3D, passons. Mais voilà, donc on a la lumière qui est émise soit dans un plan horizontal, on va dire, ou dans un plan vertical. C'est ce qui donne sa polarité. Et elle a 50% de chances d'être verticale ou horizontale. L'essentiel, c'est que s'il y en a une qui est horizontale, l'autre doit être verticale pour le principe de conservation de l'impulsion d'énergie. Alors Einstein, il dit, voilà, prenons cet exemple. Et imaginons que nos deux photons voyagent très loin l'un de l'autre. D'accord? À une vitesse, on attend une seconde, par exemple, et on les laisse voyager à plus de 300 000 km/s. D'accord? Puisque la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Il dit, si on suit là le raisonnement de la mécanique quantique, qu'est-ce qu'elle dit, la mécanique quantique? Elle dit que ce premier photon, qui est ici, là, celui-là, s'il est horizontal, il a 50% d'avoir une polarité horizontale. Et il a 50% d'avoir une polarité verticale.
la mécanique quantique, elle nous dit qu'il n'a pas de polarité, hein, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, et qu'il est en superposition de polarité, A plus B. Ok? Donc, ce photon qui est ici n'a pas encore choisi. Il est en superposition d'états. Ok? Et de l'autre côté, on a la même chose. Ce deuxième photon qui est à l'autre bout de l'univers, pareil, il peut être horizontal, avoir une polarité horizontale, ou verticale. Et en plus, il est dans la superposition d'états parce qu'il a 50-50% de chance. Donc, toutes les chances, on superpose les états. Et là, Einstein, il dit, ça c'est absurde. Pourquoi c'est absurde, hein? Si lui n'a pas choisi encore, hein, on ne l'a pas encore obligé, on ne l'a pas observé, et si lui aussi n'a pas choisi, ils sont très loin l'un de l'autre, hein, un à un bout de l'univers, l'autre à l'autre bout de l'univers. Si on fait une mesure sur celui-là, d'accord, on va l'obliger à prendre une valeur soit horizontale, soit verticale. Et quand il a pris, par exemple, une valeur horizontale, celui-là, qui est à l'autre bout de l'univers, il doit prendre la valeur verticale. Mais comment il prendra, il sait que celui-là a pris la valeur horizontale, puisqu'ils sont très loin l'un de l'autre. Hein? Si on suit le raisonnement de la mécanique quantique, ils n'ont pas choisi. Et ils ne choisiront pas tant qu'ils n'ont pas été, on va dire, soumis à une observation. Et c'est ça le paradoxe. Et là, Einstein a appuyé là où ça fait mal. C'est que, oui, effectivement, si on admet que ici, il y a 50% que ça arrive et qu'on n'a pas encore décidé, là, c'est 50% de chance que ça arrive, on n'a pas encore décidé, et qu'il y a une grande distance, quand on fait la mesure ici, ça veut dire que celle-ci va envoyer un signal qui va remonter plus vite que la vitesse de la lumière à celle-ci pour lui dire, écoutez, moi j'ai pris cette position, alors toi il faut que tu prennes celle-là. Ok? Donc, voilà, Einstein, il dit que ça veut dire une seule chose, c'est que malgré que la mécanique quantique est juste et prédit bien, elle est incomplète. Il y a des variables cachées qu'on ne connaît pas, et ces variables cachées, hein, c'est eux qui prédéterminent dès le départ si ce photon va être polarisé verticalement ou horizontalement. Et nous, quand on fait la mesure, certes, on l'oblige à avoir une position qu'elle avait déjà auparavant. Hein. C'est comme les jumeaux. Hein. Vous avez deux jumeaux. Hein. Ils ont les deux, par exemple, les yeux bleus. Ils ont les yeux, les vrais jumeaux, hein. Ils ont les deux yeux bleus. Pourquoi? Parce qu'ils ont les mêmes gènes, le même ADN qui donne les mêmes conséquences. Et nos ancêtres, ils ne savaient pas pourquoi les yeux étaient bleus des jumeaux, par exemple, les deux, hein, parce qu'ils ne connaissaient pas l'ADN. Mais ils soupçonnaient qu'il y avait quelque chose de caché quand même qui déterminait la couleur des yeux. Et c'est la même chose que nous dit Einstein ici. Alors que Niels Bohr dit non. Non. Niels Bohr, il dit, écoutez, non, il n'y a pas de variable cachée. C'est ça la réalité. Ces deux photons sont un seul système. Ne sont pas séparables. Même s'il y a une éternité entre les deux, ces deux ne sont pas séparables. C'est un tout. Et quand on fait une mesure sur un côté, hein, on réduit le paquet d'ondes pour la totalité. Et le débat fait couler beaucoup d'encre entre la physique quantique et la physique quantique, plus les variables cachées que Einstein avait émis l'hypothèse, hein, et avec ce paradoxe EPR. Alors, il fallait attendre les années 70 avec John Bell, ce physicien qui va prendre une année sabbatique pour étudier ce phénomène, essayer de le résoudre, arrive à faire ce qu'on appelle les inégalités de Bell. C'est des équations, en fait, où
toutes les théories qui ne sont pas à variable cachée violent ces inégalités de Bell. D'accord? Donc, quand c'est des théories à variable cachée, n'importe lesquelles, elles ne violent pas les inégalités de Bell. Mais si il n'y a pas de variable cachée, ces théories violent les inégalités de Bell. Voilà, donc on avait certaines, valeurs, certains intervalles. Quand on faisait une expérience, on avait certaines données qui nous disaient soit on était en violation des inégalités de Bell, ou qu'on ne l'était pas, ou qu'on ne l'était pas. Et par contre, les conditions de cette expérimentation ne sont venues que dans les années 80, plus précisément en 81, avec Alain Aspect et son équipe. Alain Aspect, cet opticien qui est, j'aime beaucoup, qui a beaucoup de charisme et de personnalité. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ses conférences sur Internet. Donc vous tapez juste Alain Aspect conférence, ou vous tapez EPR, ou il explique ça, il explique le paradoxe EPR mieux que moi. Hein, donc allez-y, jetez un œil, c'est du caviar, c'est du régal. Alors, donc Alain Aspect va faire l'expérience, on va dire, mettre les conditions avec son équipe, les conditions de l'expérience, et va trouver des résultats, et ces résultats sont en violation des inégalités de Bell. Mais ils ne se contentent pas d'être en violation avec les inégalités de Bell, ils sont aussi, ils tombent pile poil dans les prédictions de la physique quantique. D'accord ? C'est un peu technique, je ne vais pas vous l'expliquer comme ça. Juste quand on a fait les expériences, quand Alain Aspect a fait les expériences, a trouvé les résultats de la mécanique quantique sans les variables cachées, conformément à ce qu'avait prédit Niels Bohr. D'accord ? Et il a utilisé pour ça le théorème de John Bell. Donc du coup, Einstein avait tort, il n'y a pas de variable cachée. La mécanique quantique, elle se suffit à elle-même. Et c'est ça, le réel, c'est notre monde. Je vous laisse imaginer, méditer là-dessus. Tout est intriqué, tout est intriqué, on est tous intriqués, puisque on est tous sortis des mêmes particules depuis le Big Bang. Je continue. Alors, les 4 fantastiques, c'est les forces fondamentales. Donc, elles sont au nombre de 4 aujourd'hui. Celle qui est la plus connue, qu'on connaît tous et qu'on la subit tout le temps, c'est la gravitation. Celle qui a été décrite par Newton, théorisée par Newton, ensuite par la relativité générale d'Einstein. On a une autre force aussi qu'on connaît bien, qui est l'électromagnétisme, qu'on voit, c'est la force qui régit tous les phénomènes électromagnétiques qui nous entourent. Quand je dis tout, c'est tout. Par exemple, j'ai un stylo qui est posé sur une table. Pourquoi ce stylo ne traverse pas cette table ? Parce qu'il y a l'électromagnétisme. Parce que les électrons à la périphérie de la matière de ce stylo repoussent les électrons de la périphérie de la table. D'accord ? Et ça empêche que les électrons s'entremêlent ou les atomes s'entremêlent les uns avec les autres. Et j'en passe. Ensuite, on a l'interaction forte. Je vais vous expliquer un petit peu ça, mais on est obligé de rentrer dans le noyau. Les 2 forces qui restent s'appliquent à l'échelle du noyau des atomes. Donc, on ne les voit pas trop à notre niveau, nous, macroscopique. Et voilà, donc cette force-là, c'est l'interaction forte. Et c'est la force la plus intense, on va dire, de nos forces fondamentales.
et on a l'interaction faible, celle qui est responsable de la désintégration bêta. Hein. Donc, entre ces forces-là, on a la gravitation qui est très faible par rapport à ces forces-là. Des milliards et des milliards de fois plus faible par rapport à ces forces-là. Pourquoi? Parce que cette force-là, on va dire, elle prend sa dimension seulement en agissant sur beaucoup de matière, hein, comme la Terre, le Soleil, le système solaire, etc., les trous noirs, des choses comme ça. Voilà. Mais à l'échelle microscopique, c'est les forces électromagnétiques et l'interaction forte et faible qui prennent, on va dire, tout l'espace, quasiment. Mais alors, comment interagissent ces forces-là? Comment ça marche? Eh bien, on va voir. Ces forces-là, alors, interagissent à travers des bosons médiateurs. Ça veut dire quoi, des bosons médiateurs? C'est des particules, hein, qui seront les messagers de ces forces-là. Hein, vous avez tous vu les pigeons voyageurs, hein, quand on met un courrier, on l'attache au pied du pigeon et on l'envoie, et voilà, il transmet un ordre ou quelque chose. Et ben c'est la même chose pour ces forces. Chaque force, on a émis cette théorie, on a dit que chaque force avait une particule médiatrice qui véhiculait cette force. Et on va voir comment. Pour cela, il faut qu'on mette les pieds dans l'eau. Donc, commençons par mettre les pieds dans l'eau et prenons, par exemple, voilà, deux petites barques. Voilà. On a un électron ici qui a une charge négative et on a un autre électron ici avec toujours une charge négative. Donc, quand ces électrons se rapprochent l'un de l'autre, quand ils arrivent à une distance suffisante, hein, ils vont se repousser. Mais comment vont-ils se repousser, hein? Ils vont se repousser en s'échangeant une particule médiatrice, la particule qui intervient par exemple dans l'électromagnétisme, et cette particule c'est un photon. Alors imaginons que le premier a une boule de bowling et qui va la jeter vers l'autre. D'accord? Admettons, c'est la boule de bowling, c'est la particule d'échange dans cette interaction. Donc, quand celui-là va l'envoyer à celui-là, ça va lui faire reculer, hein, il aura un mouvement de recul. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on tire un pistolet, on a un petit mouvement de recul, donc il va reculer. Et toute l'énergie va être transmise à celui-là qui va le repousser. Hop, on l'envoie, celui-là la réceptionne, et en la réceptionnant, il aura reçu de l'énergie, et vice-versa, l'autre électron aussi, hein, envoie, hop, aussi lui à son tour aussi, une particule à l'autre pour s'éloigner, et l'effet, hein, de cet échange de ces particules médiatrices, qu'est-ce qu'il génère? Il génère une répulsion. D'accord, hein, ils sont tous les deux sur une barque. Hop, je te lance la boule de bowling, tu me lances la boule, je te lance une boule, tu me lances une boule, etc. Et on échange jusqu'à ce qu'on s'éloigne, et on soit hors l'un de l'autre. Et là, eh ben, on ne s'échange plus et on est assez éloigné. D'accord? Et ben, dans cet cas-là, c'est un photon qu'on s'échange dans le cas d'électromagnétisme, puisque ici, c'est les charges électriques qui interviennent. Maintenant, dans l'autre cas, admettons, hop, qu'on a un proton. Il y a une attirance, il y a une attraction entre le proton et l'électron. D'accord? Alors, puisqu'il y a une charge électrique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on s'échange toujours la même chose, une particule, mais au lieu, cette fois, de s'échanger une boule, hein, on a vu que l'espèce de boule, ça nous fait éloigner l'un de l'autre, on va échanger quelque chose qui nous rapproche. On va dire que voilà, par exemple, cette chose qui nous fait rapprocher, c'est un boomerang, hein, qui va générer une attraction. Ce boomerang, hein, vous savez tous que le boomerang, quand on le lance, hein, dans un sens, hop, il arrive à faire demi-tour, hein, et à tourner sur lui-même.
Alors, quand on lance le boomerang, hop, il aura ce mouvement. Donc, on va le lancer dans ce sens-là, de ce côté-là, dans cette direction-là, ce qui va pousser notre électron vers le proton, et dans ce sens-là, va le repousser dans l'autre sens, etc. D'accord? Et, hop, on voit bien les forces. Quand on lance le boomerang, ça va pousser celui-là dans ce sens-là, et notre boomerang va, hop, partir, tac, 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 tac. Il va aller pour être réceptionné de l'autre côté. Et en étant réceptionné de l'autre côté, ça va créer une force qui va envoyer l'autre particule vers l'autre particule, et ainsi de suite. Et celui-là aussi va envoyer une charge positive à une charge négative, donc, et ils vont s'attirer. Ok? Jusqu'à ce qu'il y ait une force plus grande qui va les repousser. Alors, donc on a vu que comment ces particules arrivent à attirer et à repousser nos autres particules. D'accord, donc les particules de matière et les particules de force. Donc dans le cas de la gravitation, on a émis l'hypothèse du graviton, c'est la particule médiatrice, il est hypothétique, on ne sait pas s'il existe ou non, on a émis juste l'hypothèse, affaire à suivre. Dans l'électromagnétisme, là, c'est sûr, c'est le photon, les photons, la lumière. Donc la lumière, c'est le véhicule de l'électromagnétisme, la particule qui véhicule cette force. L'interaction, on a les gluons. Les gluons, c'est autre chose, donc c'est des particules médiatrices. Comment fonctionnent ces gluons? On va voir. Ils fonctionnent au niveau des protons et des neutrons, au niveau du noyau. Donc dans le noyau, vous savez tous qu'il y a les protons et les neutrons. Alors les protons et les neutrons ne sont pas les particules élémentaires. Ils sont constitués de ce qu'on appelle des quarks. On a le quark up et le quark down. On a deux types de quarks. Donc dans le quark up, il a une charge électrique plus 2 tiers, et le quark down, il a une charge électrique moins 1 tiers. Et le proton, par exemple, il est constitué de 2 quarks U, up, et d'un quark down. C'est toujours 3, ça va par 3. Et ce qui va faire que le neutron est constitué de 2 quarks down et d'un quark up. D'ailleurs, ça explique pas mal de choses. Ça va expliquer pourquoi le proton a une charge positive, plus 1. Donc on a up plus down, c'est-à-dire 2 tiers plus 2 tiers moins 1 tiers est égal à 1. Et dans le cas du neutron, on a un quark up et 2D, on a 2 tiers moins 1 tiers est égal à 0. Voilà, c'est pour ça que le neutron est neutre, n'a pas de charge électrique. Alors, qu'est-ce qui maintient ces quarks les uns attachés aux autres, les trois là attachés, les trois attachés, qu'est-ce qui les maintient? C'est les gluons, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a les protons et les neutrons. Et ces gluons, ils ont une propriété, c'est plus on essaye de séparer ces quarks les uns des autres, plus cette force grandit. C'est comme les élastiques. Plus on essaie de les séparer, ou un ressort, plus on essaie de le dilater, plus il oppose de résistance et il veut se contracter. Et c'est pour ça, et d'ailleurs cette force elle est très 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 grande, et c'est pour ça que cette force permet, on ne trouve pas de quarks sous forme isolée. On les trouve toujours sous cette forme ou sous une autre forme avec le quark et leur antiquark. Mais bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais on les trouve jamais tout seuls. C'est à cause de l'interaction forte. Cette interaction, elle n'agit qu'à l'échelle du noyau, c'est-à-dire à une échelle très très petite. C'est pour ça que nous, on ne la ressent pas. Et après ça, on a l'interaction faible. Et l'interaction faible, elle a une particularité, elle interagit avec 3 particules médiatrices.
le Z0 et le W- et plus. Bon. Donc, quand l'interaction faible, comment elle interagit, je vais vous expliquer ça. Dans le cadre de la radioactivité bêta, quand c'est le premier qui interagit Z0, l'interaction n'est pas chargée. Il n'y a pas de... Vous savez, là, il y a un signe plus-moins, c'est pour le signe électrique. Là, il n'y a pas de charge, donc c'est juste un choc, si vous voulez, une transmission d'énergie. Là, ça change tout. Et c'est la responsable de la radioactivité bêta. Alors, c'est quoi la radioactivité bêta? C'est quand on a un neutron qui va se transformer en quoi? En proton. D'accord? Le neutron qui se transforme en proton, hein, on a dit que ça se passait au niveau des quarks, quand il change, il va émettre, hein, il va expulser un électron et un antineutrino. D'accord? Donc, quand on transforme le neutron en proton, quand on le transforme, on a la particule médiatrice, c'est le boson W-, et il nous génère un électron et un antineutrino. D'accord? Et ça, on dit, c'est la radioactivité bêta-. Maintenant, quand le proton se transforme en neutron, on a l'interaction avec le boson W+, eh ben on émet quoi? On émet l'inverse de ces particules. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand on regarde dans le miroir, on voit l'inverse, l'alter ego de la matière, c'est l'antimatière. Donc on va émettre l'antiparticule de l'électron et l'antiparticule de l'antineutrino. Donc l'antiparticule de l'électron, c'est le positron, c'est l'électron positif, et l'antineutrino, c'est le neutrino, hein, le neutrino électrique. Donc le neutrino, hein, l'électron on connaît, le proton, le neutron, les quarks, on les connaît, ça va. Le neutrino n'interagit qu'avec cette interaction faible. Hein. On a eu beaucoup de mal, avant que je parle, ça c'est une désintégration bêta+. Donc je disais que le neutrino, on a eu beaucoup de mal à le détecter parce que c'est une particule fantôme. On a souvent cru qu'elle avait une masse nulle, mais maintenant on sait, on est quasi sûr, on est sûr que elle est une masse non nulle. Les neutrinos, comme ils n'interagissent pas beaucoup avec la matière, ou très 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 peu, donc ils nous traversent, ils traversent même la Terre et nous y compris comme si c'était du vide, hein. On a interagi très 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 faiblement et on est traversé par des milliards et des milliards de neutrinos par centimètre carré de notre peau. Hein. Donc heureusement qu'ils ne font pas de mal, sinon on serait désintégré en quelques millièmes de seconde. Alors, ces neutrinos, donc on a dit, ils ont aussi un mouvement d'oscillation, ils changent de saveur, on va en parler peut-être tout à l'heure, hein, ils changent de famille. Ça reste des particules très énigmatiques. Voilà, donc, mais c'est des particules de la matière, donc qu'on va classer tout à l'heure. Et du coup, on a fait le tour, hein, l'état actuel des sciences, qu'on connaît, on a classifié tout ce qu'on connaissait sous le nom du modèle standard. Donc, les forces et les particules de matière et les particules médiatrices de ces forces-là. Donc, on peut dire que, voilà, aujourd'hui, on a découvert les forces qui interagissent à notre niveau et même à niveau atomique, c'est l'électromagnétisme. On a l'interaction faible, l'interaction forte et la gravitation que j'ai mis à part parce qu'elle est décrite dans un formalisme différent des autres. Hein. Elle est plus dans le cadre de la relativité générale que dans le cadre de la mécanique quantique qui décrit les trois autres. Ensuite, on a les particules médiatrices, c'est ce qu'on appelle les bosons de jauge. C'est les bosons qui vont transmettre ces forces-là. Et on a dit que les bosons ont un spin entier. 0, 1, 2, etc., 3, etc. Donc on a, dans le cas du magnétisme, on a le photon. Hein, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure.
hein. Par exemple, le photon, quand il s'échange entre deux électrons, par exemple, pour qu'ils ne se rapprochent pas l'un de l'autre, c'est une particule virtuelle qu'on ne voit pas parce qu'elle existe qu'une petite fraction de temps qui permet aux deux électrons de se détecter et de s'éloigner l'un de l'autre. Voilà. On a par exemple dans l'interaction faible le boson Z0 et les deux W+ et W-. Ça c'est dans l'interaction faible. Hein, on a dit entre autres responsable de la désintégration bêta. Et dans le cas de l'interaction forte, on a les gluons. D'accord? Donc les gluons, on a dit qu'ils permettaient d'avoir les quarks amassés en 3 hein, pour former les neutrons ou les protons. Ou en 2 dans certaines conditions. Et pour la gravité, on a l'hypothétique graviton. Bon, on ne sait pas si ça existe ou non, on ne sait pas, on est dans un flou, mais vraiment total. On n'arrive pas à décrire cette force, la gravitation, à l'échelle microscopique. Hein, donc, c'est très difficile. Alors, de ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, on a la matière, les particules de la matière, ou ce qu'on appelle les fermions, qui ont un spin demi-entier, hein, 2 tiers, 1 tiers, etc. Un demi, pardon, 3 sur 2, etc. Alors, on va commencer par les leptons. Hein. Ça, c'est des appellations des physiciens. Les leptons, c'est le neutrino et son électron, d'accord? L'électron et son neutrino électronique, d'accord? Donc l'électron, vous connaissez tous l'électron qui tourne autour du noyau. Les neutrinos, ben, on a parlé tout à l'heure de l'interaction faible, quand un proton se transforme en neutron ou vice-versa, il y a émission soit de neutrinos, soit d'un antineutrino électronique. Donc voilà, c'est des particules élémentaires. On ne peut pas les couper en deux. C'est élémentaire. Et on a les quarks, on a dit, c'est ce qu'il y a dans les noyaux, et on a dit qu'on avait 2 types de quarks, les quarks up et les quarks down. Voilà. Et ces quarks permettaient de créer les protons et les neutrons en s'associant en 3 par 3. Alors ça, les scientifiques, ils ont découvert que ce n'était qu'une première génération de la matière, qui avait une autre génération de matière où les particules étaient beaucoup plus massives hein, que celles de la première génération. Et c'était en sorte quelque part, c'est de l'énergie, c'est de la matière fossile, si vous voulez, hein, qui ne peut exister que dans certaines conditions où, on va dire, la pression et la chaleur sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Hein, les conditions, par exemple, de l'univers il y a quelques milliards d'années. Et cette deuxième génération, donc, au lieu qu'on a l'électron, on a son frère plus gros, plus massif, qui est le muon, et le neutrino qui appartient à cette famille, c'est le neutrino muonique. Hein. Et les quarks qui sont beaucoup plus massifs que les quarks de la première génération, on a le charme et le strange. L'étrange, le charme et l'étrange. Et on a une troisième famille, hein, qui est encore plus massive que les autres, hein, qui est le tau, hein, à la place de l'électron. On a le muon ici, on a le tau, hein, encore plus lourd, et le neutrino tauique, hein, son neutrino. Et en matière de quark, on a le top et le bottom. Et on voit là qu'on n'a que 3 familles. Ça, on l'a découvert en étudiant les neutrinos, parce que les neutrinos oscillent d'une famille à l'autre pendant qu'ils se déplacent. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour expliquer tout ça. Donc on a l'oscillation du neutrino qui passe au neutrino muonique, au neutrino tauique, etc., selon son énergie et selon un truc un peu plus complexe que je viens de l'expliquer. Mais on sait qu'il y a 3 générations de matière, cette matière ordinaire qu'on connaît et que nous, on peut utiliser, qu'on voit tous les jours. Bien sûr, il ne faut pas oublier
l'antimatière. Toutes ces particules de matière ont leur antiparticule d'antimatière. C'est-à-dire là, on a 12 particules élémentaires, donc en réalité, il y en a 24. Et idem pour les particules médiatrices, les bosons, ils ont aussi leurs antiparticules aussi qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Du coup, voilà notre modèle standard, simplifié au maximum. On a les forces, les interactions, on a les particules médiatrices qui véhiculent ces interactions, et on a toutes les particules qui rentrent dans la matière. Notre état des connaissances actuelles, si vous voulez. Ce modèle est amené à évoluer, bien sûr, quand on découvrira d'autres choses. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la matière noire, on ne sait pas ce que c'est, l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et dernièrement, on a découvert aussi ce qu'on appelle le boson de Higgs. C'est pas une blague du CERN. Le CERN, ils ont réellement découvert à 99, ils disent à 99,999% le boson de Higgs. Alors qu'est-ce que c'est le boson de Higgs? Tout simplement, toutes ces particules ici, elles n'ont pas de masse. En général, normalement, elles ne devraient pas avoir de masse. Ok? Ça ne veut rien dire, la masse. C'est pas la quantité d'énergie ou la quantité de matière dans un électron ou dans un... On ne sait pas. Donc, on a, pour régler ce problème de masse, d'où elle vient cette masse, il y a, si je me rappelle bien de son prénom, c'est Peter, je crois, Peter Higgs. Ce scientifique, il a dit, écoutez, voilà, on va y mettre l'hypothèse qu'il y a un champ, et on va l'appeler le champ de Higgs, comme son nom. Et ce champ, l'interaction avec ce champ, quand la matière interagit avec ce champ, acquiert sa masse. Plus on interagit avec ce champ, plus on est massif. D'accord? Je vais vous donner un exemple. On a deux boules de pétanque, par exemple. Ok? On prend ces deux boules, elles ont le même poids, le même diamètre, tout est identique. Une, on la fait rouler sur du carrelage ou du ciment, et l'autre, on la fait rouler dans la boue. Celle qui roule sur le carrelage ou sur le ciment va aller très très loin. Et celle qui roule dans la boue va faire peut-être 1 mètre et s'arrêter, ralentie par la boue. Qu'est-ce qui veut dire comme si celle qui a traîné dans la boue avait plus de masse que celle qui a roulé sur le carrelage, par exemple. Ça nous apparaît comme si elle est plus massive, parce qu'elle s'est arrêtée plus rapidement. Mais en réalité, ce n'est que l'interaction avec le sol, on va dire, qui est responsable de son arrêt avant l'autre. Donc c'est exactement la même chose. Plus une particule interagit avec ce champ via ce boson de Higgs, plus elle nous paraît massive. Voilà. Et ceux qui n'interagissent pas, comme le photon par exemple, ils ont une masse nulle. Voilà, donc quand on a détecté ce boson de Higgs, c'est un triomphe du modèle standard parce que c'était le point noir, c'est-à-dire que on prédisait, on avait dans certaines théories la prédiction de ce boson de Higgs, sauf que si on le découvre pas, ça veut dire qu'on a fait fausse route, qu'il faut faire marche arrière et aller découvrir ou aller dans un autre sens. Ok ? Alors, maintenant on va parler de la théorie de l'unification. On a vu bien que Newton a essayé d'unifier les lois entre une pomme qui tombe sur la Terre et la Lune qui orbite autour de la Terre et la Terre autour du Soleil et le mouvement des planètes, etc. On a vu que Maxwell avait unifié l'électromagnétisme. D'accord ? On a vu qu'Einstein avait fait plusieurs tentatives pour essayer de faire intégrer la gravitation dans les plus petits, on va dire, la théorie du plus petit. Et à chaque fois, c'était la lumière qui nous montrait quelques facettes, on va dire, de notre monde qu'on ne connaît pas très bien et qu'on apprend à découvrir.
Et dans les années 70 aussi, on a réussi à unifier certaines forces ici, et on a émis de certaines hypothèses en s'appuyant sur la symétrie. La symétrie, c'est un concept que tout le monde connaît. On a dit symétrie, voilà, la plus simple qu'on connaît tous, c'est la symétrie de parité. Quand on se regarde dans le miroir, on voit, ou même nous, on est fait d'une manière symétrique. Hein, notre côté gauche est égal à notre côté droit. Donc voilà, en manipulant les formules mathématiques d'une manière très symétrique, en émettant l'hypothèse que les particules ont une symétrie, on arrive à unifier les forces. Et on a réussi à unifier l'électromagnétisme et l'interaction faible, hein, en une théorie qui s'appelle l'électrofaible. Donc ça, aujourd'hui, on s'est acté, hein, on arrive à trouver une certaine symétrie qui permet d'assimiler ces deux forces dans la même. Et on pense que quand on remonte dans l'univers, dans le temps, si on y arrive, quand on remonte, on voit ces deux forces qui deviennent la seule et la même force qui s'appelle la force électrofaible. Et quand on continue ce raisonnement, on suppose, c'est pas encore prouvé, qu'on pourra mélanger, pour fusionner, si vous voulez, cette force électrofaible avec l'interaction forte, et c'est ce qu'on aura, la force électronucléaire. Et on pense qu'à des énergies beaucoup grandes qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui, et je ne sais pas si on pourra les avoir un jour, on pourrait identifier, hein, dans une super force la gravitation avec toutes ces forces-là et rendre compte. Il y a plusieurs théories comme ça. On a notamment, je vais en parler brièvement, hein, il y a beaucoup de théories comme ça qui essayent de regrouper le tout, de faire une seule théorie qui décrit tous les phénomènes physiques. Hein. Et Einstein, il aimait bien ça, il voulait avoir l'ensemble du tableau, ne pas avoir qu'une partie, voir tout. Avoir une théorie qui rendait compte de tous les phénomènes physiques qu'on peut observer, que ce soit à l'échelle microscopique ou macroscopique. Il y a des tentatives aujourd'hui, on a la théorie des supercordes ou des superbranes, où on remplace les particules par des cordes ou des membranes qui vibrent. Hein, c'est très prometteur. Mais malheureusement, on ne peut pas expérimenter ou prédire des choses avec cette théorie, donc elle reste toujours une hypothèse parmi tant d'autres. La théorie, la gravité des boucles, il y en a plusieurs. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Je préfère pas vous polluer avec ça. Vous pouvez aller continuer après cette vidéo vos recherches. Vous tapez la théorie du tout et vous aurez pas mal de renseignements là-dessus. Et à la fin, je voulais rendre hommage à Galilée qui a posé les bases de la science moderne, hein, l'observation, la mesure, la rigueur mathématique, etc. À Newton qui nous a donné toutes les lois de la physique classique et dynamique qu'on connaît actuelle, à Albert Einstein de nous avoir ouvert les yeux, hein, sur autre chose, sur la lumière, sur notre espace-temps, et sur notre énergie, sur des concepts comme ça qu'on n'a pas vu sous cet œil depuis des siècles et des siècles. Et les autres, hein, je rends hommage à tout le monde, hein, mais bon, là, pour l'instant, Niels Bohr, pour son esprit, on va dire, pour la foi qu'il avait dans la science, c'est franchement quelque chose de très, très impressionnant. Je voulais leur rendre hommage, donc, et puis rendre hommage aussi aux autres physiciens qui ont créé la physique moderne. Et pour cela, on a une très, très belle image, hein, cette image qui a été retouchée, hein, en réalité elle est en noir et blanc, qui a été retouchée par un artiste, elle est très belle, de 1927, et là vous avez les cerveaux, hein, les cerveaux qui ont mis au monde la relativité restreinte, générale, et la mécanique quantique,
qui sont réunis, mais il y en a d'autres qui sont absents, bien sûr, mais les principaux sont là, notamment on a Einstein, qu'on connaît tous, Niels Bohr, Heisenberg, Pauli, Schrödinger, Dirac, Marie Curie pour ses travaux sur la radioactivité, Max Planck avec sa constante, etc. On a tous vu que Schrödinger avec son chat, l'équation de Dirac, le principe d'exclusion de Pauli, l'incertitude d'Heisenberg, Niels Bohr avec son modèle d'atome, etc. Donc tous ces physiciens, vous avez tous leurs noms en bas ici, qui ont contribué à nous donner tout ce savoir. Et c'est aujourd'hui, je suis en train de vous parler à travers cet ordinateur et Internet et tous ces avancées qu'on utilise tous les jours. On leur doit une fière chandelle à ces messieurs dames et on les remercie. Et j'espère que ces années qui vont venir, on va découvrir de nouvelles choses et qu'on sera là pour se les partager, pour partager notre savoir. Voilà, j'espère que cette parenthèse ou cette introduction dans le monde de la relativité et de la physique quantique vous a plu. J'ai pas la prétention de vous expliquer la mécanique quantique, loin de moi cette idée. Mais c'est juste pour vous donner le goût d'aller mettre votre nez là-dedans et de voir la beauté de la science et de ne pas être exclu quand les gens parlent de certains domaines à la télé ou autre, ou dans des soirées ou dans des repas, quand il y a certains qui essayent de faire le cake, de se montrer très intelligent. Eh ben, vous aussi, vous aurez votre mot à dire. J'attends vos réactions sur notre site prosouris.blog. Et puis, je vous dis à bientôt et bonne continuation.